Maintenant, j'ai la tâche difficile de présenter notre maître et ami et professeur Bosfeha, qui est, bon, vous le connaissez tous, juste quelques petits points à propos du professeur Bosfeha. Professeur Bosfeha est chef de service de pédiatrie et d'immunologie clinique à Casablanca. Il est le directeur du laboratoire de recherche LISIA. Il est membre de la Société marocaine d'infectiologie et vaccinologie pédiatrique. Et surtout, c'est le pionnier africain des déficits immunitaires. Et il est membre du comité international des IEI, les Innate Errors of Immunity. Avant, ça s'appelait les déficits immunitaires. Maintenant, ça s'appelle les erreurs innées de l'immunité. Donc, je suis honoré de lui passer la parole. J'ai dit pionnier. Et donc, je lui passe la parole. Cher maître, à toi la parole. شكرا جزيلا. السلام عليكم. سعيد أن أكون معكم في مدينة العلم مع الأحبة والأصدقاء. لا تقلقوا، سأتكلم بلغة المستعمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bien, mes chers amis, la question qu'on m'a posée est plus difficile que la réponse. Comment on pose la question? Les infections à répétition, quand faut-il s'inquiéter? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce que الإخوان ديال الإرسال. Parce que il y a un grave pronostic qui est évitable. Donc, si on ne fait pas le diagnostic d'un déficit immunitaire, hein, le pronostic est grave. Et les décès, avec les immunoglobulines, on peut vivre une vie tout à fait normale, avoir des enfants. Avec une greffe, on peut totalement guérir. C'est le domaine où la greffe réussit le plus au monde. Il faut s'inquiéter parce qu'on diagnostique moins de 1% des déficits immunitaires qui circulent au Maroc. Moins de 1%. Malgré tous les efforts. Depuis 20 ans, et là je suis passé de 0,001 à 1%. Alors là, c'est un travail qu'on a écrit en arabe sur Tunisie médicale, sur l'épidémiologie des déficits immunitaires. Et ce n'est pas centré, mon cher ami, parce que j'ai besoin de montrer mon pays, le Maroc, et pour vous dire que sur la bande rouge, l'extrême droite, vous voyez 1,1%. C'est des statistiques qui prouvent que nous faisons très très peu de diagnostic. D'accord? Il faut absolument qu'on fasse le diagnostic. En fait, les pédiatres y pensent, hein, mais les adultes ne pensent pas aux déficits immunitaires. Et les déficits immunitaires qui se révèlent après l'âge de 14 ans sont de loin plus fréquents que ceux qui se révèlent avant 14 ans. Bien. Bon, pourquoi est-ce que c'est une question très difficile? J'ai la réponse. La question, comment elle est posée? On doit penser, mais qu'on s'inquiéter, à un IEI, Inborn Errors of Immunity. Quand on doit s'inquiéter? C'est ça la question. On doit s'inquiéter, c'est-à-dire quand on doit penser à un déficit immunitaire. Quand est-ce qu'on doit déclencher des investigations? C'est ça la question, n'est-ce pas? Mais là, le problème, il faut penser avant la répétition, quand c'est le premier épisode. Dans certaines situations, pas toujours. Malheureusement, c'est des situations où souvent on ne s'inquiète pas. Est-ce que vous connaissez une situation, dès la première infection, il faut s'inquiéter? Sévère, oui. Une méningite, aujourd'hui, bactérienne, est une indication à faire un bilan immunitaire. Ce n'est pas normal. Il faut explorer le complexe d'attaque membranaire. Il faut voir des choses importantes. Hein. Donc, premier épisode de méningite, tuberculose pulmonaire, tuberculose invasive, encéphalite herpétique en 2025. Ce n'est plus une maladie infectieuse, c'est une maladie héréditaire, la tuberculose herpétique. Alors, tout le monde fait l'herpès, primo-infection herpétique, mais 0,0001% font une encéphalite. Deuxième chose, devant des infections stéréotypées. Les rhumatologues pédiatres sentent qu'on va parler des maladies auto-inflammatoires. C'est une chose, pour reconnaître ce caractère stéréotypé, il faut attendre un peu de temps. Un peu de temps, c'est-à-dire 6 mois, au moins. Et là, il faut penser aux maladies auto-inflammatoires. Les pédiatres ne s'inquiètent pas, en fait, quand c'est évident. Quand les infections se répètent de façon... avec une clinique qui oriente,
Vous connaissez les anomalies urologiques de l'infection urinaire, que ce soit anatomique ou fonctionnelle, les végétations adénoïdes, qui en plus des infections ORL, il y a cette respiration bouche ouverte, il y a le ronflement, etc. Le corps étranger intrabronchique négligé. Vous connaissez aussi un retentissement général, un enfant qui a des infections répétées, mais qui ne prend pas de poids, c'est inquiétant. Des infections opportunistes, les candidoses, les BCG OSIS, ça c'est les Anglais appellent ça OSIS pour les différencier des BCG itis qui sont localisés. OSIS, quand ça dépasse la peau, c'est-à-dire même une adénopathie, il faut déjà le signe d'alarme. Et puis quand une infection qui se répète est associée à une auto-immunité, à une lymphoprolifération, bien sûr, vous n'allez pas vous allez penser à un déficit immunitaire, vous allez penser à quelque chose d'autre. On est d'accord. Ce n'est pas ces situations qui vous inquiètent. Les situations qui vous inquiètent, c'est un enfant qui a un bon poids, mais qui fait des infections répétées. Il est à la crèche, il n'est pas à la crèche. À partir de quand on doit déclencher Ce ne sont pas ces malades qui ont un tableau de VIH sérologie négative, PCR négative, c'est-à-dire qu'ils ont hypotrophie, diarrhée, muqueuse buccale, mais en fait, c'est une maladie héréditaire du lymphocyte. Ça donne un tableau comme le VIH, comme le stade SIDA. Ce n'est pas ça qui vous inquiète, qui inquiète nos collègues pédiatres. Ce qui inquiète, c'est quand ces infections se répètent, mais ça n'oriente pas. Donc mon objectif, c'est de discuter 80% des situations où la répétition doit inquiéter. Bon, il y aura toujours 20% qu'on peut discuter après. Alors, les premières questions, est-ce que c'est une fièvre récurrente ou une fièvre récidivante? Bon, nos amis rhumato ont pris le mot récurrente pour dire que c'est stéréotypé, c'est maladie auto-inflammatoire, c'est rhumatismal. Pour reconnaître cette différence, eh bien, la surveillance est de 6 mois. Si les infections qui se répètent ne disparaissent pas, eh bien, il faut réévaluer pour classer cette fièvre. Comment est cette fièvre? Parce que fièvre ne peut pas dire infection, vous concevez, même si dans 90% c'est une infection. Les fièvres récurrentes, c'est les maladies auto-inflammatoires. La stériologie est stéréotypée, la durée spontanée limitée, se reproduisant pendant des mois et des années, c'est des maladies héréditaires. Et les fièvres récidivantes, qui sont intermittentes aussi, on les appelle, c'est des fièvres répétées isolées. Isolées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retentissement sur l'état général, qu'il n'y a pas d'auto-immunité, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Ce sont ceux-là qui sont infectieuses. Elles sont non stéréotypées, elles correspondent souvent à des successions de viroses. Ça se voit, ça se développe en collectivité, il n'y a pas de cassure pondérale, l'évolution est spontanée. Certains auteurs parlent aussi de carence martiale. Combien de pédiatres corrigent cette carence martiale et ça reste? Mais parfois, alhamdoulilah, tout rentre dans l'ordre. Alors, maintenant, j'ai terminé. Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est quelles sont ces situations où la répétition seule doit inquiéter. Une répétition seule. Seule, c'est sans hypotrophie, sans altération de l'état général. Je vais vous donner des chiffres. À partir de quels chiffres? Combien de fois? À partir de combien de fois on doit penser à un déficit immunitaire? That is the question. C'est ça ce qu'on m'a demandé. Ce n'est pas les infections répétées dans une infection urinaire, malformation, non. Ce n'est pas des infections qui se répètent dans un contexte de consanguinité, cas similaire, diarrhée, non, non, c'est des fièvres répétées sans rien, c'est rien. Les infections des voies respiratoires hautes et basses, essentiellement, c'est ça ce qui dérange. Et là, avant 4 ans, c'est plus de 8 otites pendant l'automne et l'hiver. Et après 4 ans, c'est supérieur à 4 otites par an. Voilà un chiffre. Un chiffre qui a été analysé sur plusieurs études. Et donc, nous avons publié ça dans la Moroccan Society, dans le CRD de France. C'est 4 après 4 ans. Par contre, attention, la deuxième pneumonie confirmée est un déficit immunitaire jusqu'à preuve de contraire. La deuxième, après une infection. Une, c'est pas grave. Pneumonie franche lobée aiguë. C'est pas ce syndrome bronchique. Tiens,
Le professeur Sayer m'a dit qu'il y a le syndrome bronchique, m'avait dit qu'il n'existe pas. Parce que quand les bronches sont visibles, ça veut dire qu'ils sont en dilatation de bronches. Bon, alors, quand c'est supérieur à une pneumonie, donc on est déjà supérieur, pas supérieur égal, là, il faut s'inquiéter. Je vais vous montrer un cas d'un enfant qui a été greffé. Supérieur à une sinusite. 2 sinusites en une année, ce n'est pas normal. Donc, revenons sur ça. La répétition, voilà les chiffres que vous attendez. C'est 8 avant 4 ans. C'est 4 après 4 ans. 2 pneumonies, 2 sinusites. OK? Et puis, quand ça récidive avec le même germe, là, il faut penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? VIH. Professeur Stadouni. VIH. Il faut rester bête et discipliné. Numération formule, dosage des immunoglobulines, pondéral, dosage pondéral, IgG, IgA, IgM, IgE. Si c'est normal, il faut contacter un expert. Alhamdoulilah, dans chaque ville du Maroc, maintenant, il y a des experts. Vous savez que la Moroccan Society, c'est 2 personnes de chaque CHU qui sont dans le bureau, ça c'est la loi. Et là, voilà un enfant. Un enfant de 6 ans, on a eu l'accord de présenter l'enfant. Alors, il n'y a ni consanguinité ni cas similaire, il consulte pour la pneumonie, et depuis l'âge de 6 mois, il a des infections répétées, des otites et des infections cutanées, des pleuropneumopathies à hémophilus, puis à pneumocoque, puis pneumonie. Et voilà les clichés. Regardez, à 12 mois, il a une pleuropneumopathie gauche, puis pleuropneumopathie droite, puis un syndrome du lobe moyen, des infections cutanées. L'examen clinique, quand on l'a reçu à 6 ans, c'est fébrile, polypnée, DDB à la TDM, pansinusite, et ça c'est une agamaglobulinémie de Bruton. D'accord? Donc les signes cliniques se révèlent après l'âge de 6 mois. Voilà notre enfant de 8 mois, regardez, tout à fait normal, aucun problème, mais une vraie pneumonie. Et déjà à 8 mois, il avait fait 2 pneumonies. Cet enfant a un défaut d'expression des molécules H. La classe 2, il a été greffé. Et il faut le greffer à cet âge. Voilà, donc on a discuté les 20%, les 80%. Alors pour les 20% restantes, il y a 15% qu'on identifie génétiquement. C'est vraiment presque de la recherche. 5%, on ne trouve rien du tout partout dans le monde, mais la recherche continue. Et le 100%, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à 560 inborn error of immunity, c'est-à-dire déficit immunitaire, l'ancienne appellation. Alors, 2 problèmes. Nous avons 2 problèmes dans cette discussion. C'est que maintenant, les choses se développent et il y a les nouveaux déficits immunitaires qu'on appelle innate immunodeficiencies. C'est quoi cette histoire? Contrairement aux déficits classiques, dans ces déficits nouveaux, la personne ne fait que des infections par un microbe. Elle a un problème avec le pneumocoque. En dehors du pneumocoque, elle est bécher. Il a un problème avec le SARS-CoV-2. En dehors de SARS-CoV-2, il est bécher. Avec les tuberculoses et les mycobactéries. Voilà, c'est ça, c'est nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, le même germe, quand il se répète, c'est pas bien. Et les maladies auto-inflammatoires, là, c'est quelques publications récentes au cours de ces dernières années. Est-ce que ça, il y a un pointeur? Donc, en haut à gauche, c'est une publication de 2025. C'est un travail de terrain. On a fait le whole exome sequencing de plusieurs de nos malades qui sont admis. Donc, un travail de toute l'équipe. Et on a trouvé beaucoup de gènes, d'anomalies génétiques qui, au départ, cliniquement, on ne pensait pas que vraiment c'est un déficit immunitaire. L'étude s'appelle étude systématique, faire un bilan systématique à tout enfant hospitalisé pour une infection. Et plusieurs équipes disent, qu'est-ce qu'elles disent? Chaque fois qu'il y a une indication à hospitaliser une infection, ça veut dire que le système immunitaire a été battu. Il est faible. Il faut explorer. Et donc, l'autre travail, c'est dans le deuxième à droite, c'est en milieu de réanimation, c'est Wissal, qui est professeur de réanimation pédiatrique, et on a identifié des malades qui sont hospitalisés pour la première fois en réanimation, on a trouvé des choses. Le troisième à gauche, à droite, c'est la philosophie de cette histoire de prédisposition héréditaire. En bas à gauche, c'est un travail rétrospectif. On avait pris toutes les whole exome sequences de notre unité de travail et un travail très très joli qui vient d'être publié en 2024, en juillet, sur le SARS-CoV-2 prédisposition soit immunitaire, soit génétique. On entend par immunitaire, c'est des personnes qui n'ont pas de facteur de risque,
qui n'ont pas d'anomalie génétique, mais qui ont des anticorps, auto-anticorps contre l'interféron. Eh oui, c'est vrai. Donc les 560 déficits immunitaires, regardez, quand moi j'ai fait mon stage 1997, il y avait moins de 100. Moins de 100 déficits immunitaires en équerre enfants malades. Et puis là, regardez rapidement, c'est en exponentiel. Voilà, maintenant nous avons 10 groupes de déficits immunitaires, soit que le lymphocyte T est malade, soit que les anticorps, soit que le polynucléaire, soit que le complément. Les maladies auto-inflammatoires, rhumatologiques, c'est de l'immunité innée, donc tout ça. Voilà, maintenant il y a un article qui va sortir, Inch'Allah, en mars, c'est l'actualisation de la classification dans un nouveau journal. C'est le numéro 1 de ce nouveau journal. Et donc, toute la communauté des déficits immunitaires et d'immunologie clinique ne va plus publier dans Journal of Clinical Immunology parce qu'on est sortis tous ensemble pour ce Journal of Human Immunity. Voilà le problème numéro 1 dont je vous ai... 12 secondes. Tiens, Safi. J'ai conclu tout à l'heure, donc je suis très à l'aise. Les nouveaux déficits immunitaires dont je vous ai parlé, regardez combien. Chaque mot en rouge, c'est une maladie. Voilà les maladies auto-inflammatoires. Il y a des maladies récurrentes, il y a des maladies avec des signes cliniques. Regardez la deuxième colonne. Tout ça, c'est auto-inflammatoire avec signes cliniques. Voilà les interféronopathies, c'est énorme. Donc, je reprends ma conclusion que j'ai dit tout à l'heure. Infection récidivante des voies respiratoires hautes et basses, avant 4 ans supérieur à 8, après 4 ans supérieur à 4. Les pneumonies, attention. Les sinusites et le même germe. Et je vous remercie. Merci, cher maître, professeur Bosfeha, pour cet excellent topo. Donc, on va prendre une petite question. Donc, je donne la parole au président de la Société marocaine de pédiatrie, M. Hassan Afilal. Merci, Aziz, pour cet excellent exposé, vraiment clair et très clair et très expressif par rapport à ce que nous devons faire. Ce que je ne comprends pas quand tu dis qu'au-delà de 14 ans, c'est très peu expressif et on le découvre, c'est-à-dire qu'ils guérissent, ils se transforment, ils font quoi après 14 ans pour que ça ne s'exprime plus? Peut-être que je me suis mal exprimé, moi. Le problème, c'est que ce que j'ai dit, il y a des maladies qui ne s'expriment qu'après 14 ans. C'est-à-dire pendant les 10 premières années, il n'a pas de signe d'affection à répétition. Et à partir de 14 ans, il commence à perdre les... J'ai des patients de 75 ans. À 70 ans, ils ont perdu tous leurs anticorps. À 20 ans, à 30 ans. Il y a une seule maladie qui s'appelle le déficit immunitaire comme invariable. C'est qu'à partir après la première décade, ces patients commencent à perdre progressivement les immunoglobulines et se retrouvent avec 0 anticorps. Et ça, c'est une maladie pour laquelle c'est un sac maintenant, on a plus de 20 maladies. Et c'est la maladie la plus fréquente chez les adultes. Les adultes ne pensent pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons que 1% des diagnostics au Maroc. Merci. Oui, Madame Haj Khalifa, une petite question courte pour une réponse courte. Monsieur, il y a un élément dans un pays, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose, il trouve plein de choses. Ça se voit. Maintenant, on a Aziz qui est là, qui s'intéresse. Est-ce qu'il y a 2 paramètres? Est-ce que c'est parce que tu fais un effort très louable et extraordinaire pour ça, ou bien y a-t-il une modification dans la nation du terrain, ce qui fait parler l'épigénétique dans le déficit immunitaire? Voilà. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'épigénétique en matière de ces maladies lourdes. Il y a eu un changement qui devrait faire diminuer le nombre de ces maladies. C'est qu'il y a une diminution de la consanguinité. Mais là, on diagnostique très peu de malades. Donc, Madame Meshkroun voudrait poser une question courte aussi. Un spécialiste a dit les déficits immunitaires. Non. C'est que moi, je pose une question pratico-pratique. D'abord, je te félicite pour cet excellent exposé. Le commun des médecins,
il n'est pas dans un CHU, il a suspecté un déficit immunitaire. Bon, il va vouloir l'explorer. La sérologie VIH, elle est disponible, un test rapide ou bien un ELISA. Test rapide disponible, il y a des ONG qui peuvent l'offrir et tout ça. Il va passer cette étape. La deuxième étape, il va réfléchir sur les déficits immunitaires primitifs. Enfin, la nouvelle nomination. Quel est le plateau technique que votre recul et votre expérience pourrait lui offrir? Ou là, ça y est, il va écrire un courrier à M. Bousféha, prenez-le en charge. Là. Donc, sur le plan pratico-pratique, comment faire? Pratico-pratique. J'étais en avion avec Maroufou Jules Alao du Bénin et on a écrit un papier, je peux vous le donner, comment diagnostiquer un déficit immunitaire sans aucun bilan immunitaire. La NFS, vous avez la lymphopénie. C'est pas comme l'adulte, il faut faire toute une exploration de lymphopénie. Le malade, je me suis dit la greffe sans rien du tout. Lymphopénie, c'est une alymphocytose. L'hémoglobine à 2 grammes. On ne réfléchit plus, il faut transfuser. Deuxième, les neutropénies sévères. Troisièmement, quand vous avez des petites plaquettes avec des infections, c'est le Wiskott-Aldrich. Donc vous avez des maladies. Et puis une électrophorèse des protides. Je crois que c'est un peu plus disponible que le VIH, non? D'accord. Mais l'électrophorèse des protides, elle est disponible. Donc avec ça, on peut diagnostiquer jusqu'à 60% et plusieurs maladies, la taxitélangiectasie, le glycédie, le chidiaque, le Wiskott. Tout ça, c'est clinique. Rien du tout. Rien, aucun bilan. Donc on ne peut pas dire qu'à Zagora, il n'y a pas de déficit immunitaire parce qu'il n'y a pas d'exploration. Et si, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je veux dire 2 petites choses. Oui, après, pour la question, je voudrais rendre hommage à mon maître, M. le professeur Habib, qui m'a envoyé en 1997 à l'hôpital Necker, Moridine Oustad. Merci, Monsieur le professeur Bousféha, pour cette excellente présentation. Ma question, vous avez bien précisé qu'il n'y a pas de cas, beaucoup de cas, donc il n'y a pas de dépistage. Qu'en est-il du dépistage ciblé dans la population diagnostiquée? Quelle est votre expérience? C'est-à-dire on a diagnostiqué un malade et on doit chercher dans la famille, dans l'interne. On ne fait pas très bien ça. Et nous avons encore beaucoup de maladies dans une famille, 3, 4 enfants de la même. On leur dit attention, etc. On leur dit ne faites pas d'enfants jusqu'à ce qu'on soit d'accord pour les accompagner à la naissance. Ne vaccinez pas votre enfant. Ils vaccinent, ils reviennent avec une BCG. Bon, notre expérience, il y a beaucoup. Ça change. Les parents sont un peu plus disciplinés. Mais on ne le fait pas systématiquement. On devrait. La semaine dernière, on a eu un enfant dont l'oncle maternel a une maladie de Bruton. Donc les mamans, les filles ne sont jamais malades, mais conductrices. L'enfant, il a un Bruton. On devrait, quand on a diagnostiqué ce cas, convoquer toutes les personnes de sexe féminin, les sœurs, faire des dépistages, les éduquer. On doit travailler sur ça. Je suis d'accord. Merci beaucoup, cher maître et ami, professeur Bousféha, pour cette excellente présentation. Merci. Et on travaille beaucoup ensemble, que ce soit en dehors de la SOMIPEV ou à l'intérieur de la SOMIPEV. Moi, en tant qu'immunologiste, j'ai juste une petite réflexion. On parlait de l'allaitement maternel et on parlait des déficits immunitaires. Et il faut dire une chose très importante, c'est que c'est grâce aux déficits immunitaires qu'on a compris, ça peut paraître paradoxal, qu'on a compris le fonctionnement du système immunitaire. Les déficits, comme l'a dit le professeur Bousféha, vers les années 1970, il n'y avait que 16 qui ont été décrits, les premiers DIP qui ont été décrits, et puis après, en explorant plus le système immunitaire et les patients avec les déficits immunitaires, qu'on est arrivé maintenant à 560. Et on continue à le faire. Et on le fait à notre niveau, et le professeur Bousféha l'a dit, il y a des techniques maintenant plus élaborées. Par exemple, le NGS, le séquençage, le Next Generation Sequencing, on utilise des panels, des groupes de gènes cibles, c'est des panels qui sont préparés ou qu'on l'on fait
préparés. Et ça peut aller pour les déficits immunitaires maintenant. Il y a 500 gènes que l'on peut explorer. On prend juste un petit prélèvement sanguin d'un patient et on fait le séquençage pour rechercher s'il y a un défaut dans l'un des 500 gènes. Il y a des petits et des grands panels. Mais il y a d'autres techniques plus élaborées aussi pour l'exploration du système immunitaire. Et je reviens à l'allaitement maternel, quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'est l'immunité passive. L'immunité protectrice, elle est passive dès l'âge fœtal, comme on dit toujours, et il y a ce transfert d'immunoglobuline de la maman vers le fœtus. Donc il y a cette période-là, et après la naissance, il y a l'allaitement maternel. Et l'allaitement maternel, surtout l'allaitement maternel des 3 premiers jours, le fameux colostrum que l'on appelle le liquide, l'or liquide, de par sa couleur et de par ce qu'il contient. Il contient énormément d'éléments nutritifs, mais surtout, elle contient beaucoup d'éléments immunitaires, les IgA, les IgG aussi, bon, principalement les IgA parce que c'est les immunités, les muqueuses. Il y a les cellules et on a trouvé pour ce colostrum et pour le lait maternel mature par la suite d'autres vertus. Il y en a qui pensent qu'il y a même des cellules souches qui vont passer de la maman par le biais de l'allaitement maternel de la maman vers le nouveau-né, et ces cellules souches jouent un rôle même dans la réparation, tissulaire, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le système immunitaire du nouveau-né est en train de se développer et la maman est en train de lui faire des réparations plutôt avec les anticorps et par la suite avec des cellules souches. Donc c'est un petit élément. Et puis pour ce qui est de l'hygiène bucco-dentaire, à la SOMIPEV, on travaille sur la santé scolaire. Donc il y a notre maître et ami professeur Bouskraoui qui est là, le président de la SOMIPEV. Et on a un groupe de travail sur la santé scolaire. Et on disait avec professeur Soumia Benchkroun, il faut inclure aussi l'hygiène bucco-dentaire au niveau scolaire. C'est quelque chose qui est très important pour s'occuper un petit peu de la sphère bucco-dentaire. Voilà. Mes diapos, je vais les envoyer maintenant à notre président, Salhida. Vous pouvez le demander. Merci. Merci pour la salle. On clôture cette session qui était très, très intéressante et je vous convie au symposium qui va venir tout de suite. Merci beaucoup. Madame Boussaidani, Madame Professeur Daoudi. là la modération. Rendez-le un prix pour le meilleur modérateur.